Yellow, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Yellow Business Podcast. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame, mais d'abord, je voudrais rappeler un peu pourquoi est-ce que nous faisons ce podcast. Ce podcast est dédié à la réussite, à l'entrepreneuriat, au business. Si vous souhaitez ne manquer aucune de nos vidéos, cliquez sur la cloche parce que je suppose que vous êtes déjà abonné. Alors, bienvenue Nelly. Yellow Estelle. Yellow. Alors, comment vous allez? Ah bah, très bien. Ah ouais, je vois. Ça se voit en fait. Ça se voit. Nous sommes ravis de vous recevoir. J'aime à le dire, hein, les personnes qu'on reçoit ici sont vraiment des personnes inspirantes, des personnes qui parlent au business de MTN. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous recevons. Alors la question qui arrive tout de suite, c'est celle de savoir qui est Nelly Chatué-Diop. En fait, on veut toute l'histoire. Depuis la petite Nelly qui a quitté le Cameroun il y a quelques années, vous étiez toute petite, à la grande dame que vous êtes devenue aujourd'hui. Je vais commencer... Nelly, elle naît au Cameroun, à Douala, et je grandis au sein d'une famille de 5 filles. Je suis l'aînée et j'ai la chance d'avoir un papa extraordinairement féministe qui encourage beaucoup ma maman dans les affaires. Donc je grandis au sein d'une famille, je vois déjà maman qui est entrepreneur et qui arrive finalement à équilibrer sa vie de femme mariée. Excuse-moi Nelly, prenez-en de la graine maison. Tout à fait. Et d'ailleurs souvent quand j'ai des hommes qui me demandent comment je fais pour encourager ma femme, ma fille, je leur demande mais quel genre de père êtes-vous, quel genre de mari êtes-vous? Parce que dans l'histoire on verra aussi que j'ai eu énormément de chance aussi d'épouser aussi un homme qui m'accompagne énormément au quotidien. Donc mon enfance finalement se déroule naturellement jusqu'à un événement qui finalement porte en lui la genèse de Ejara, la dévaluation du franc CFA, parce qu'à cette époque mes parents, famille moyenne plutôt aisée, et là avec la dévaluation, papa perd son boulot, il trouve quelque chose d'autre, mais les fonctionnaires ne sont pas payés, tous les prix des produits augmentent, il y a énormément d'inflation, voilà, c'est un chaos total qui est subi pas seulement par ma famille, mais par toute la communauté autour de moi et au-delà, dans toute la zone CFA. Et c'est vrai que la petite fille que je suis se pose la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas une façon pour mes parents, pour cette communauté, de protéger leurs avoirs, leur patrimoine, de prendre de meilleures décisions financières pour éviter que des traumas comme ça se traduisent par un cataclysme total pour toutes les familles. Et cette pensée reste dans mon subconscient. Après mon baccalauréat obtenu au Cameroun, je vais continuer mes études en France. J'obtiens mon diplôme d'ingénieur en informatique. Je travaille comme tel quelques années, puis je vais faire de la banque d'affaires après mon MBA à HEC Paris, London Business School. Donc je fais la banque d'affaires à Londres, j'ai aussi une expérience aux États-Unis, puis je reviens en France parce qu'à l'époque, j'étais déjà avec celui qui deviendra mon mari, et Londres avec la pluie, la grisaille, ne lui convenait pas du tout. Et donc après, j'entame une carrière finalement qui me porte, on peut dire, vers les sommets, puisque je suis au comité exécutif de plusieurs grosses boîtes, que ce soit Franprix dans le groupe Casino, grande distribution, que ce soit Darty aussi dans le COMEX de la section e-commerce, ou alors BetClick, mon dernier emploi avant de revenir m'installer au Cameroun, où je gérais toute la partie stratégie, data et intelligence artificielle. Et dans ce parcours-là, en 2015, au-delà de l'intelligence artificielle qui était déjà mon quotidien parce que c'est mon background, je rencontre aussi la blockchain. Ça a l'air d'être un mot que les gens mystifient beaucoup. Mais on reviendra dessus pour disséquer. Cette technologie-là me passionne. Et c'est vrai que quand je rencontre, parce que pour moi c'est un événement tellement marquant de ma vie, que c'est aussi marquant que mon mariage, la naissance de mes enfants. Et c'est pour ça que quand je rencontre la blockchain,
tout de suite, je me dis, waouh, c'est peut-être comme ça que l'Afrique va pouvoir construire un futur financier solide, sécurisé. Et je n'ai de cesse d'essayer de trouver comment ces technologies pourraient apporter de la valeur finalement à la communauté d'où je viens. Et en 2020, je fais le grand saut. Et c'est vrai que comme j'ai la chance d'être bien accompagnée, quand je dis à mon mari en 2019, et si on rentrait? Et si je laissais tout ce que j'ai construit ici, on démissionnait, je démissionnais et on rentrait? Qu'est-ce que tu me dis? Moi, je te fais confiance. Voilà, si tu y crois vraiment, je te supporte entièrement. Et en 2020, voilà, on prend nos deux gamins et on revient. Et je crée Ejara. Voilà, et l'histoire... Ah mais je l'ai bien dit, c'est que vous êtes vraiment une personne inspirante et en plus vous êtes courageuse. Donc ce qui vient tout de suite à mon esprit à la suite de votre propos, c'est de savoir où est-ce qu'on trouve le courage de laisser une carrière comme celle que vous avez bâtie pour entrer dans l'incertitude totale, parce qu'on sait qu'en Afrique, on a les problèmes qu'on a en termes de développement. Donc, même pour trouver un travail, un emploi stable, ce n'est pas l'évidence même. Encore pire, quand on rentre pour devenir entrepreneur, étant de la diaspora considérée comme... Finalement, parfois, les a priori font que des fois, on se sent comme un étranger dans son propre pays du fait des pesanteurs auxquelles on peut faire face. Où est-ce qu'on trouve le courage de laisser donc toute cette carrière, tout ce background hyper positif pour se jeter à l'eau? Et se jeter à l'eau dans quoi? Dans la technologie, ce qui n'est pas du tout banal. Donc, l'autre question qui arrive tout de suite, c'est parce qu'il faut être sacrément passionné pour arriver à ça. Comment est-ce que, d'où vient cette passion qui donne ce courage de tout laisser tomber? Ben, je pense que j'ai deux principes qui guident la plupart des décisions dans ma vie. Je pense que j'ai conscience que la vie est courte, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et donc, mon mari comme moi, on se dit toujours, il faut qu'on la vive au maximum parce que tout peut arriver. Et la vivre au maximum, c'est quoi? C'est prendre des décisions qui nous remplissent d'énergie positive. Et quand on ne base pas le succès uniquement sur des principes financiers et matériels, et qu'on se concentre sur ce qu'on ressent, comment on se sent, qu'est-ce qui nous remplit d'énergie positive versus qu'est-ce qui nous enlève de l'énergie, les décisions sont beaucoup plus claires. Le deuxième, c'est, d'ailleurs ça fait écho à une étude qu'a menée l'université de Harvard sur énormément de personnes à la fin de leur vie, et peu de personnes regrettent ce qu'ils ont tenté de faire, même quand ils ont échoué. La plupart des personnes regrettent toutes les fois où elles ont manqué de courage et elles n'ont pas tenté de faire quelque chose. Parce que même dans l'échec, quand on échoue, on apprend énormément. Et à minima, on sait que c'était une option qui n'était pas pour soi, plutôt que d'avoir dans la tête plein de « si j'avais osé, si j'avais pu ». Donc c'est pour ça, peut-être là d'où vient le courage. Et ensuite, une fois qu'on a ce courage-là, c'est que quand on décide d'entreprendre un régime, c'est la première motivation. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on persévère? Je pense que je ne suis pas attachée à l'outcome. Je ne suis pas attachée au fait de se dire est-ce que Ejara demain sera un méga succès? Est-ce que non? Je suis attachée au quotidien. Quelle est la valeur finalement que j'arrive à créer grâce à la technologie? Quelle est ma vision? Ma vision est très claire, c'est de se dire comment je démocratise des services financiers à la population. Comment je fais en sorte que les gens aujourd'hui qui sont confortables avec le digital money, parce que voilà, grâce au succès des premières fintech, MTN Mobile Money, Orange Money et encore, comment est-ce que je les amène à faire beaucoup plus avec leur argent, à épargner, comment je les amène à penser à investir, demain aussi peut-être à avoir accès au microcrédit de manière très facile. Voilà, comment couvrir le spectre qui finalement est qualifié souvent d'inclusion financière et aller à l'inclusion économique. Surtout quand on parle aussi du secteur informel qui souvent n'est pas bancarisé, et ce digital-là leur permet de pouvoir avoir des traces, des données qu'on peut demain utiliser pour les inclure dans le secteur un peu plus formel. Et
cette passion-là qui me porte au quotidien, à chaque client qu'on gagne, à chaque transaction qu'on réalise, je me dis que j'accomplis ma mission de vie et ça me porte en fait. C'est ça qui me fait me lever le matin plein d'énergie, me fait garder le sourire et me fait finalement ne pas voir tous les challenges que tu as mentionnés finalement, Estelle, qui existent dans notre écosystème. Oui. Et donc, leçon numéro 1 pour vous, chers entrepreneurs, il faut toujours se concentrer sur ce qui fait sa passion et non pas sur l'outcome ou les avantages financiers. Donc, Nelly, on a beaucoup parlé d'Edjara, on a introduit Edjara. Alors, on y est. Est-ce que tu peux nous parler d'Edjara? D'où vient le nom? C'est un nom que personnellement je trouve très joli, sans savoir spécialement ce qu'il signifie. C'est vrai que je me suis amusée à faire l'exercice. J'ai vu le logo qui représente un lion, mais du coup ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, ok, si j'ai la chance de recevoir Nelly dans le podcast, je vais lui poser la question. Donc je pose la question, mais derrière c'est beaucoup plus de savoir qu'est-ce qui porte Edjara en termes d'objectifs? Comment est-ce que Edjara pourra contribuer au développement de l'Afrique? Bien sûr. Écoute, merci Estelle pour la question. Hein. Et voilà, le logo, c'est vrai, donne déjà un petit signe, un petit teaser. Donc, Edjara, c'est décomposé finalement en deux. C'est le E du e-commerce, le E de email, donc qui signifie un peu le digital. Et Jara qui veut dire lion en bambara, donc lion de l'inclusion financière. Et ça signifiait vraiment cette idée qu'on pouvait commencer d'une toute petite boîte à Douala et demain conquérir l'Afrique, voir le monde. Donc ça symbolise ce lion qui est finalement le roi de la jungle et qui ne s'affranchit de rien, qui n'a peur de rien et qui sait ce qu'il est, même si les autres ne le savent pas encore. Et ça fait aussi un peu écho aux lions indomptables du Cameroun et aux lions de la Teranga du Sénégal. Voilà. Et donc du coup, ta question sur comment Edjara se positionne par rapport à notre vision pour apporter un plus dans cette Afrique qui a tant à donner au monde et à apprendre, voilà, et à apprendre de ses échecs passés. Écoute, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que la première vague finalement des fintech, MTN Mobile Money, Orange Money au Cameroun, s'est bien implantée et a réussi à faire en sorte que tout le monde soit assez confortable dans le fait de gérer son argent, de gérer des fois des paiements, mais de gérer, voilà, la sauvegarde de son enfant, un portefeuille électronique. Par contre, peu de gens font vraiment quelque chose avec cet argent. Quelque chose, c'est-à-dire épargner, investir ou autre. D'un autre côté, on a les banques et les microfinances qui proposent bien évidemment des produits d'épargne, mais il y a des taux, voilà, 2%, 3%, et là c'est avant les taxes, parce qu'après les taxes, il faut retirer souvent encore quelques pourcents. Et je me suis rendu compte qu'on avait un marché financier qui était peut-être à ses débuts, voilà, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, mais quand même à ses débuts comparé au marché financier de l'extérieur, et qui avait des produits intéressants, donc les États qui viennent chaque semaine sur le marché se financer, donc demander aux emprunteurs de leur prêter de l'argent pour finalement construire les routes, les hôpitaux, les écoles où nos enfants partent, et qui proposent des taux très attractifs, totalement défiscalisés, 5%, 6%, voire même plus. Mais ce marché, réservé à une élite. Quand je regardais qui y allait, c'était uniquement des banques, des institutions, des gens très fortunés, parce que ce n'est pas plusieurs millions, personne ne va vous les proposer, personne ne va même daigner vous éduquer sur ce que c'est. Et du coup, je me suis demandé comment, avec la technologie, je peux créer ce pont entre ces produits très sécurisés, parce que garantis par l'État et par la Banque centrale, la Banque centrale des États, la CEMAC, et finalement la masse populaire qui, pour la plupart, de 80% au Cameroun, est non bancarisée, mais par contre a déjà des comptes mobile money. Et bien ce qu'on a fait, on a juste fractionné. On a fractionné en bout de 1000 francs CFA ces outils financiers, ces actifs financiers qui étaient disponibles au début que pour une élite. Et ça permet de faire quoi pour l'Afrique? Deux choses. D'un côté, on a monsieur et madame tout le monde, des Ben Sikiner, des Bayam Salam, des propriétaires de PME qui, à partir de 1000 francs, peuvent construire la discipline d'épargne chez Edjara, peuvent être rémunérés de manière
plus que satisfaisante en garantissant son capital. Mais la deuxième chose, ça permet de financer nos économies. Alors j'entends venir les gens qui vont me dire, oui, mais la corruption, mais la gabégie. Oui. Et j'ai envie de dire, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment? Est-ce qu'on a l'impression que nous avons... comment dire, nous sommes les seuls à avoir ces problèmes de corruption, de gabégie, d'utilisation souvent non justifiée de l'argent de l'État. Vous avez vu ce qui se passe dans les pays européens. Donc une fois qu'on s'est dit ça, si nous, on ne finance pas nos économies, qui va le faire? Exact. Et on ne dit pas de financer voilà, juste en mode bénévolat. Non, vous gagnez de l'argent, mais en même temps, nos économies arrivent à se financer par nous-mêmes. Et là, on parle de souveraineté économique. Le Japon est endetté à 200% de son PIB, mais ça ne pose aucun problème parce que sa dette est détenue par des Japonais. Okay. Donc demain, quand nous, Camerounais, nous sommes endettés et que notre dette est détenue par nous-mêmes, imaginez le potentiel. Le FMI ne viendra plus tous les 4 matins imposer au gouvernement d'augmenter le prix du carburant si jamais ils veulent aller faire un emprunt sur les marchés internationaux. Donc, d'un côté, finalement, on apporte aux populations un produit d'épargne qui est très sécurisé et qui leur permet de fructifier, de protéger leur patrimoine. Et de l'autre côté, on permet aux États de se financer de manière sustainable. C'est ça. Et d'ailleurs, la dernière chose, si nous, on devient les principaux pourvoyeurs des finances de l'État, on peut commencer à dire, la prochaine fois que vous émettez un bon, c'est pour quel projet? Je veux des comptes rendus, parce que tant que l'État se finance à l'étranger, et c'est les autres qui leur empruntent de l'argent, mais ils ont des comptes rendus à faire à qui? À ceux qui leur apportent de l'argent. Donc aux Américains, aux Anglais, aux Allemands. Mais demain, si c'est nous-mêmes qui apportons de l'argent à l'État, j'ose croire qu'on pourra leur dire, mais alors, la dernière fois, vous avez levé 10 milliards, c'était pour faire tel projet. Où est le projet? Si vous ne donnez pas le projet, on ne donne plus. C'est ça. Et c'est vraiment la vision que j'ai, en commençant au Cameroun, mais pour chaque État. C'est ça. Merci Nelly. Alors, je cher à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, donc vous comprenez bien que il y a une responsabilité et des possibilités. Nous pouvons prendre le pouvoir en réalité et contribuer au développement de notre pays parce que nous avons cette capacité-là de pouvoir financer par nous-mêmes, quelle que soit notre position aussi petite, parce qu'on peut avoir l'impression d'être petit, mais à la fin de la journée, somme de petit devient grand. Par 1 million, voilà, ça devient grand. C'était 1 milliard. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que nous pouvons le faire. Alors Nelly, pendant que tu parlais, je me disais juste qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui n'ont pas accès au système financier classique via les banques ou les microfinances, ce qu'elles font en fait aujourd'hui, c'est qu'elles s'organisent en tontine, elles essayent de gérer. Donc, je me posais juste la question de savoir comment est-ce que Edjara pourra donc allier finalement tous ces éléments de la finance tout à fait classique, liés à la technologie, aux habitudes que nous avons en local, notamment les tontines. Tout à fait. La première réponse à ça, c'est de dire, avant que MTN ou Money n'arrive, comment les gens géraient leur cash? Sur le matelas. C'est ça. Ma grand-mère, quand elle venait du village en ville, elle voyageait avec son argent dans sa poche et quand elle dormait dans le bus, elle se faisait piquer son argent. Aujourd'hui, ce qu'elle fait, elle dépose sur un call-boxer MTN au village et quand elle arrive à Douala, elle récupère. Et donc, les habitudes ont changé parce que les gens ont compris les bienfaits du digital. Oui, effectivement, ce qu'il y avait avant permettait de faire certaines choses, mais avait aussi des challenges que finalement ces portefeuilles électroniques ont permis de résoudre. Donc quand il s'agit finalement des tontines, les tontines reposent sur quoi? Ça repose sur la confiance. De se dire, nos parents qui ont fait beaucoup de tontines avaient un groupe où la pression sociale avait de l'importance. Pourquoi la tontine était sécurisée? C'est parce que tout le monde dans la tontine, en fait en ce moment on dit, les gens préfèrent ne pas rembourser la dette à la banque ou à la microfinance, mais rembourser la tontine parce que le nom au village a de l'importance. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ça a totalement changé. Avec la vie qui est de plus en plus urbanisée, avec cette mondialisation, avec cette individualisation,
nous, quand on rencontre beaucoup de nos clients, beaucoup de nos clientes nous disent qu'elles ont été abusées tellement de fois avec leur tontine ou la trésorière prend l'argent et va au Canada ou envoie ses enfants en Allemagne. Et c'est des histoires horribles qu'on entend tous les jours. Donc ce qui faisait le principe, le corps de la confiance de la tontine n'existe vraiment plus partout. Je ne dis pas que les tontines sont pareilles, mais la société moderne fait en sorte qu'il faut trouver des alternatives. Donc oui, c'est bien de continuer la tontine, mais c'est aussi bien de commencer à introduire un tout petit peu de diversification et de commencer à pouvoir épargner son enfant de manière sécurisée. Et en plus, le pont finalement qu'on crée, parce que si vous voulez avoir un compte Ejara, il vous suffit d'avoir un compte Mobile Money, parce que vous allez sur Ejara, quand vous voulez épargner 1000 francs, c'est avec votre compte Mobile Money, rien de plus. Donc même si vous n'êtes pas bancarisé, ça vous concerne aussi. Et demain, je pense que ce qu'on essaye de faire d'ailleurs avec l'aide de MTN que je remercie, c'est comment est-ce qu'on va plus loin et on apporte ces outils-là à des personnes qui n'ont même pas de smartphone et pas d'Internet. Parce que c'est ça le challenge aussi de demain. Donc oui, donc les habitudes évoluent parce que la société moderne l'impose. Et même si on reste persuadé que dans sa tontine, on n'a que des gens hyper honnêtes, que ça ne nous arrivera jamais, le trésorier, la trésorière qui fuit avec la caisse. Voilà, on est dans un monde où la transparence, ou le fait de, oui, j'ai confiance, mais je vais quand même voilà, avoir un œil sur mes avoirs, ou le fait de se dire, je diversifie finalement pour créer un portefeuille beaucoup plus résilient a de l'importance. Et c'est bien que tu parles de tout ce qui est smartphone, connexion, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, Ejara, c'est une application, elle est basée sur une application. Donc, c'est aussi de savoir quand même, puisqu'on est dans une logique d'inclusion, comment est-ce qu'on prend en considération ces personnes-là qui n'ont pas accès, par exemple, à la connexion Internet, les grands-mères dans les coins reculés, comment est-ce qu'elles pourraient avoir accès à cette solution-là finalement. Et du coup, la question vaut pour d'autres entreprises qui évoluent dans le secteur, dans la technologie, dans le domaine de la technologie. Comment est-ce qu'on s'assure que ces personnes-là, en marge finalement de tout ce qui est Internet, puissent quand même profiter des solutions qu'offre la technologie? J'ai envie de dire, ça c'est vraiment votre responsabilité à vous, les acteurs du Mobile Money, en tout cas de cette première vague, de pouvoir finalement ouvrir des ponts, des partenariats avec les acteurs en général de la FinTech, parce que j'ai la chance aussi de représenter la Cameroun FinTech Association. Nous sommes à peu près 80 entrepreneurs camerounais dans la FinTech, donc qui proposent des solutions innovantes, en veux-tu, en voilà. Beaucoup d'entre elles basées sur l'utilisation des smartphones, d'Internet, c'est le futur, mais en attendant, comment faire en sorte que la grand-mère ou que la personne qui n'a pas le smartphone puisse y arriver. Et c'est en établissant des partenariats. Ça s'est fait dans le monde, ça s'est fait au Kenya, ça s'est fait dans d'autres pays. Genre, pourquoi on réinventerait la roue? C'est vraiment faire des partenariats avec soit un à un avec des points of sales qui peuvent permettre d'avoir ce côté un peu physique, onboarding physique, soit avec des entreprises voilà, de mobile money comme vous, même dans certaines mesures. Je pense avec des microfinances qui sont souvent aussi implantées dans différentes localités. Voilà, je pense qu'on ne résoudra pas ce souci d'inclusion économique en étant très égoïste et en voulant tout faire tout seul. Je crois beaucoup en la vertu de la collaboration. D'ailleurs, même nous, en tant qu'Ejara, on collabore beaucoup avec d'autres entrepreneurs tech. S'ils ont développé des briques de solutions qui nous semblent pertinentes, plutôt que d'essayer de tout faire, on se dit comment on apporte ça dans, je pense par exemple à une jeune start-up, FindMe, qui fait la géolocalisation finalement aujourd'hui, qui nous aide à faire la géolocalisation de nos entrepreneurs informels pour pouvoir être sûr que demain, si jamais on a un agent, parce qu'on a des agents aussi sur le terrain qui n'est plus là, le prochain agent puisse savoir que à ce niveau-là, il y avait tel client. Et on permet aussi à l'entrepreneur, comme il est géolocalisé, de l'aider à avoir le nom de sa petite structure sur Google Maps, pour que si quelqu'un peut-être cherche un menuisier autour de lui ou alors un cordonnier, il puisse tout de suite être visible. Donc on est vraiment toujours dans des partenariats
gagnant-gagnant. Ok. Et je voudrais quand même rassurer l'assistance de l'engagement de MTN à s'assurer que nous prenons tout ce qui est, nous continuons à travailler à digitaliser la population parce que c'est le cœur même c'est la raison même d'être de MTN, s'assurer que nous mettons à la disposition des populations des solutions digitales inclusives. Et donc nous avons également tout un programme autour des devices où nous nous assurons que chacun de nos abonnés a un minimum accès aux devices qui leur permet de rester connectés, même avec ou sans Internet, parce que nous travaillons également à ce que nous offrons le meilleur. Nous sommes toujours le meilleur réseau en termes de connectivité, donc on travaille à ce que ça reste ainsi. Et du coup, je rebondis aussi sur un point que tu as mentionné, parce que c'est une question que j'avais un peu sous-jacente et je me disais, il faut absolument que je te la pose, parce que je vois le travail extraordinaire et le potentiel des Jara, je vois les possibilités. Et donc, je me disais, parce que tu as parlé des partenariats, quelle est donc l'entreprise qui, toi, t'inspire, avec laquelle tu travailles? Tu as mentionné, tu en as mentionné une, mais ma question de fond, c'était de savoir quelle est celle qui t'inspire, avec laquelle tu travailles déjà ou que tu voudrais travailler. Ah non, mais moi, je n'ai pas besoin de réfléchir, c'est MTN. Vraiment, c'est pas parce que je suis invitée aujourd'hui. Vous pouvez interroger les employés à Ijara, c'est MTN. J'aime beaucoup la mission, j'aime beaucoup la culture. Moi, je crois beaucoup en la vertu d'avoir des employés heureux pour pouvoir créer des clients heureux. Et c'est vraiment l'esprit que j'ai à chaque fois que j'ai eu à entrer dans une agence MTN ou à rencontrer des personnes qui travaillent à MTN, c'est vraiment des collaborateurs heureux. Et du coup, ce n'est pas étonnant finalement les succès que vous avez. Et j'aime bien aussi des gens qui font, et pas des gens qui parlent beaucoup. Et vraiment, vous faites, les actions sur le terrain se voient. Et la dernière chose, c'est que quand j'ai commencé à lancer Ijara, bien que je sois online, tout de suite, je me suis dit, mais l'entreprise qui m'inspire, c'est MTN, mais ils ont des gens dehors, des agents dehors. Comment ça marche en fait? Et j'ai essayé de comprendre le playbook. D'ailleurs, j'en parlais avec Alain Nono, le patron d'Intermanon. Comment vous avez fait? Et là, du coup, j'ai créé, voilà, nous avons une petite entité avec des agents terrain qui sont déployés aujourd'hui dans 9 régions du Cameroun. Wow. Donc, on allie finalement le online au offline parce que la maman qui est au marché, le menuisier, il n'a pas le temps. Souvent, il n'est pas très à l'aise avec l'application. Oui. Donc, on envoie des agents le voir et 2-3 fois par semaine, il décide de son calendrier de collecte. Il remet à l'agent 1000 francs, 2000 francs, même si on dit ben c'est une heure. Et instantanément, sur son téléphone, il reçoit la notification comme quoi il a bien acheté tant de bons du Trésor du Cameroun, du Sénégal, du Cameroun, du Congo ou du Gabon. Oui. Et donc cette instantanéité-là est hyper importante. Et la deuxième chose qui est importante pour eux, c'est l'éducation financière qu'on arrive à faire au travers de nos agents. Donc ça rejoint finalement un peu ta question précédente sur comment est-ce qu'on touche tout le monde avec les moyens limités qu'on a. C'est vraiment de se dire, construire une start-up comme Ijara aux États-Unis ou en Europe, ça aurait été uniquement du pur online, du pur digital. Personne n'aurait été assez fou pour se dire, il me faut avoir une stratégie offline. Mais moi, parce que MTN m'inspirait et que je vous ai vu passer de 0 à plusieurs millions de clients, je me suis dit, c'est le playbook qui marche. Donc pourquoi essayer de réinventer la roue? Et je pense que c'est une leçon aux entrepreneurs, ça de dire, il faut qu'on s'inspire des meilleurs. On ne peut pas à chaque fois réinventer la roue et se dire qu'on a la science infuse ou qu'on va réinventer, être créatif surtout. Non, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin d'être créatif. Le playbook existe, le playbook du go-to-market successful existe, ben, on le copie et on essaie de le déployer en ajustant finalement avec les contraintes financières qu'on peut avoir. Exact. Ok, merci Nelly. Alors, du coup, c'est très instructif tout ce que tu as dit. Et donc, je vais te demander une sorte de résumé, mais un résumé de 5 conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs, notamment dans le secteur de la tech, en considérant l'environnement dans lequel nous évoluons. Quels sont les 5 éléments qui, toi, t'ont aidé à arriver où tu es, qui t'aident à continuer de progresser et que tu pourrais partager avec ces entrepreneurs-là qui finalement, parfois c'est des tout petits, mais qui
avec le temps, deviendront grands ou sont en train de devenir grands? Tout à fait. Ben déjà, le premier, soyez vous-même, n'essayez pas de copier quelqu'un d'autre. On a parlé beaucoup de passion, il faut vraiment vous interroger sur qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous pourriez faire même si vous ne gagnez pas d'argent. Et je pose cette question parce que je me souviens quand mon fils était tout petit, il avait une nounou quand on était encore en France, une nounou colombienne. Et une fois, elle aimait tellement mon fils comme le sien, mais elle apportait des pots faits maison à mon fils le samedi et le dimanche parce qu'on était voisines, parce qu'elle disait je ne veux pas qu'il mange les pots du supermarché. Et je lui disais mais pourquoi cet amour? Elle me disait madame, si je ne gagnais, si demain je deviens super et je gagne au loto, je continuerai à faire ce métier parce que j'adore les enfants. J'adore chaque enfant comme le mien. Donc il faut que vous trouviez votre calling, votre mission de vie, ce qui vous inspire. Parce que ça veut dire que quand les challenges arrivent, votre passion va pouvoir les aider à surmonter. Ensuite, dans notre environnement, il faut énormément de résilience. Il ne faut pas se dire, il faut embrasser l'échec. J'aurai des échecs, j'aurai des coups bas, j'aurai des traîtrises. Mais tout ça, vu que je sais déjà que j'aurai ça, je l'embrasse, je l'accepte. Je n'essaye pas de bloquer parce que ça va m'épuiser finalement. C'est normal. Ça arrivera. Dans l'entrepreneuriat, ça arrive. Dans le quotidien, ça arrive. La troisième chose, il faut vraiment être bien accompagné. Bien accompagné à la maison. Donc, si vous n'avez pas la chance d'avoir un partenaire qui vous accompagne, vraiment, je pense que ça ne sert à rien de vous lancer. Parce que quand dehors, c'est très compliqué, quand vous rentrez, votre maison doit pas être un réfectoire ou un dortoir, ou voilà, votre maison doit être vraiment votre îlot. Où dès que dehors, c'est très compliqué, dedans, vous avez votre fan, votre cheerleader qui vous dit à chaque fois « Ah non, mais c'est fantastique ce que tu fais, tout ce que tu as décidé, c'est bon. Ah non, mais tu es parfaite. » Même si, voilà, et parce que la personne le croit vraiment, vous allez vraiment le ressentir. Donc si vous n'avez pas ça, soit vous n'êtes pas accompagné de la bonne personne, changez. Ou alors vraiment essayer de trouver cette personne-là, peut-être c'est votre maman, votre papa, votre soeur, votre frère, voilà, trouver cette personne-là qui vous permet de vous motiver. Ensuite, je dirais, quand vous entreprenez, bon, moi très vite, en fait, j'ai défini les valeurs, quelles étaient mes valeurs, quelles étaient les valeurs de l'entreprise. Et beaucoup d'autres entrepreneurs avec qui je discutais me disaient « Mais pourquoi tu fais des séminaires comme ça dans le vidéo sur vos valeurs? Ça sert à quoi ?» Et je leur disais « Mes valeurs me permettent de savoir qui j'embauche. » Parce que si je ne sais pas quelles sont mes valeurs, c'est très facile d'embaucher quelqu'un et de lui donner des compétences techniques. Vraiment, ce n'est pas ce qui est très compliqué, mais c'est difficile de changer la nature profonde des gens. Donc c'est très utile, vous, entrepreneurs, quand vous voulez passer à l'échelle, de vous entourer de missionnaires et pas de mercenaires. Et les missionnaires sont ceux qui partagent les valeurs de votre entreprise parce que ce sont les leurs. Si vous devez changer la nature de quelqu'un, c'est peine perdue. Donc, et si vous vous entourez bien, ça veut dire que vous dépenserez moins d'énergie pour accomplir cette vision et vous aurez des collaborateurs heureux parce que c'est leur écosystème naturel et ils créeront en retour des clients aussi heureux. Et enfin, pour naviguer dans notre système, surtout nous qui avons aussi un côté réglementaire et tout, n'ayez jamais peur d'aller au-devant de l'administration. Souvent, ce qu'on fait, on se cache, on fuit, on a peur, on pense que oui, il faut être très caché, très retiré pour ne pas éviter les problèmes. Oui, vous allez pouvoir faire quelque chose à très petit niveau, mais dès que vous allez vouloir aller plus loin, vous allez être bloqué parce que la fondation n'était pas solide. Moi, j'ai opéré dans un secteur qui n'était pas encore régulé, ce n'était pas interdit, mais il n'y avait pas encore la réglementation. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir absolument tous les policy makers qui avaient un lien plus ou moins voilà, avec mon business, que ce soit à la BIA. Je suis allée à la bourse, à la BVMAF, bourse des valeurs. Je suis allée, j'ai discuté avec la COSUMAF, l'autorité des marchés financiers. J'ai discuté avec les gens du MINFI pour dire, voilà, bonjour, je m'appelle, j'ai créé ça, voilà ce que je veux faire, voilà ce à quoi je crois. Je sais pertinemment qu'il n'y a pas encore forcément une réglementation, mais dites-moi à minima, qu'est-ce que je ne dois pas faire, quels sont les garde-fous que je dois mettre. Observez-moi, me permettez-vous le temps de venir vous parler de ce que je fais, de ce que j'ai pu observer, et vraiment avec
Et moi, je suis rentrée au Cameroun, je connaissais personne. Hein, donc, j'ai fait plus de 20 ans à l'étranger, donc on ne peut pas dire que mon père n'a pas été ministre ou ailleurs. Oui. Et vraiment, petit à petit, dans chaque administration, j'ai rencontré une personne ou deux personnes qui se sont dit « Waouh, cette innovation nous intéresse, continuez comme ça » et qui m'encourageaient Oui. en dépit de tout. Donc, même au Cameroun, ça existe. Et donc, c'est vraiment un message aussi envers la diaspora Oui. qui souvent voit le Cameroun comme l'enfer sur terre. Et moi, je passe le temps à leur dire, depuis 5 ans, je vis dans mon paradis sur terre. Et c'est pas parce que tout est rose, c'est parce que j'ai choisi de ne voir que ce qui m'encourage. Et j'ai choisi de me poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour le Cameroun, plutôt que de me poser la question, qu'est-ce que le Cameroun doit faire pour moi. C'est ça. Merci Nelly. Alors Nelly, la crypto-monnaie, Oui. c'est pour les voleurs. Oh, gros sujet. Alors, tu as parlé de blockchain tout à l'heure. Mais, comment dire, je martèle et maintiens, la crypto-monnaie, c'est pour les voleurs. Alors, d'aucuns disent que la crypto-monnaie peut rendre riche, d'autres disent qu'avec la crypto-monnaie, on peut atteindre des sommets. C'est des a priori tout ça. Je dis ce que je dis, mais c'est un a priori. Surtout à cause de tout ce qu'on a pu constater avec les échecs cuisants. Je sais que sur Edjara, tu fais aussi un peu de blockchain. J'ai eu le temps de parcourir. Alors, ma question, c'est juste de te donner en fait l'occasion de faire changer la perception. Tout à fait. Comment est-ce que la crypto-monnaie c'est vraiment fait pour les plus malhonnêtes? Est-ce qu'avec la crypto-monnaie on peut devenir riche? Est-ce que la crypto-monnaie peut développer le Cameroun? Je prends le cas du Cameroun, mais tu es plus large que ça, pas juste le Cameroun, tu vas au-delà. Tu es sur plusieurs pays en Afrique, tu te frottes également à l'Occident. Donc, je te laisse la parole, l'occasion de changer cette perception. Mais en général, c'est vrai que dès qu'il y a une innovation, il faut déjà qu'on sache, hein, toute innovation est d'abord adoptée en premier lieu par les criminels. Pourquoi? Parce que le but d'un criminel, c'est de fuir la police. Et donc d'être plus intelligent que la police. Donc quand il y a une innovation, il sait qu'il va l'adopter plus facilement que le policier. Donc toutes les innovations qu'on connaît, que ce soit même Internet, les premiers, les early adopteurs d'Internet, c'était des entreprises qui faisaient du porno ou alors qui vendaient des armes illégales. Voilà, vraiment, c'était vraiment dès le départ. Mais on n'a pas dit qu'Internet, c'est pour des voleurs. C'est ça. Ensuite, la crypto-monnaie, c'est un actif financier. Les actifs financiers, on en connaît, on a des actions qui sont des parts d'une entreprise. Nous avons des obligations qui sont une dette qu'un État ou une institution lève et rembourse plus tard. Et nous, on a trouvé ce marché financier-là avec ces produits-là et on ne se pose pas la question de savoir mais comment il s'est construit comme ça. Parce que tout n'est pas apparu au même moment. Hein. On a d'abord eu les obligations d'État, avant d'avoir les obligations d'entreprise, avant d'avoir les actions. Donc, imaginez à chaque fois un nouvel actif financier se rajoutait, des traditionalistes, des conservateurs disaient « Ah non, non, mais les nouveaux, c'est pour des voleurs. » Une fois qu'on a évacué ça, donc la crypto-monnaie arrive en 2009-2010 et se positionne finalement comme un actif, le premier actif digital rare. Parce que jusqu'ici, avec l'avènement d'Internet, on pouvait, quand on envoie un email, on envoie une copie en fait, puisqu'on garde l'original dans son inbox et on peut envoyer un email à plusieurs personnes. Et des gens se sont posé la question de se dire, on vit dans un monde de plus en plus digital, de plus en plus virtuel. Beaucoup de gens se disaient à l'avènement d'Internet, Internet ce sera qu'un média, mais aujourd'hui Internet c'est tout, on fait tout. Les journaux sont sur Internet, la télévision est sur Internet, la radio est sur Internet. Donc ce n'est pas un média à côté de la télévision et la radio, c'est tout. Et on est devenu confortable avec cela, alors qu'au départ, on était totalement bloqué. Et donc, dans ce monde de plus en plus digital, les gens se sont dit, comment créer un actif qui a les mêmes des caractéristiques que le cash, donc quelque chose qui a de la valeur, mais qui peut s'échanger entre deux personnes qui habitent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre.
Et donc c'est pour ça qu'on a créé la crypto-monnaie qui permet, le Bitcoin en particulier, qui est la première crypto-monnaie. Étant au Cameroun, si vous possédez des bitcoins, vous pouvez les envoyer au Kazakhstan, en Australie, voilà, partout, et vous payez les mêmes frais, donc ça n'a pas de frontières. Et ils l'ont mis sur une base de données très sécurisée qu'on appelle la blockchain. C'est finalement un livre de transactions, un livre comptable sur lequel vous voyez les transactions que Nelly a fait à Estelle. Et dès que Nelly envoie un bitcoin à Estelle, Nelly n'en a plus. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le premier actif digital rare. Malheureusement, il a une caractéristique qui fait peur, il est très volatile. Très très volatile. Et ça permet de toucher un concept vraiment financier qui est un principe de base. Quand un actif est très volatile, donc très risqué, il porte aussi en lui la possibilité d'avoir un bon retour sur investissement. Mais qui dit très risqué dit aussi possibilité de perdre son capital. C'est ça. Et c'est souvent ce que les criminels ne disent pas. Ils donnent le côté, vous pouvez gagner beaucoup, mais en vous faisant croire que vous ne risquez rien. C'est faux. Et d'ailleurs, on dit que c'est très risqué. Vous savez, on a estimé les gains des sociétés de paris sportifs au Cameroun entre 600 et 800 milliards de francs CFA, je crois, l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a de plus risqué que ça, en fait? Parce que 600, 800 milliards, ça veut dire que c'est les pertes des joueurs. Et donc, quand on fait un pari sportif, quelle est la probabilité qu'on gagne? Elle est infinitésimale. Donc, c'est la volatilité par essence. Donc, j'ai du mal, finalement, avec des personnes qui se disent c'est volatile, mais qui passent des jours entiers à faire du pari sportif où vous n'allez rien gagner. Parce que vos pertes, collectivement, font 600 à 800 milliards. Si vous aviez pris que 10% et mis dans la crypto-monnaie ou dans les obligations du trésor ou dans des actions, vous auriez au moins un minima votre capital pour les obligations et pour la crypto, voilà. C'est ça. Ensuite, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des millions de crypto-monnaies et 99,9%, c'est du bullshit. Parce que, évidemment, quand c'est sur le digital, il y a cette facilité à pouvoir en créer en un clic de souris. Et donc, ce qu'il faut se recommander, c'est de dire, on n'investit pas dans ce qu'on ne comprend pas. Si vous êtes incapable de prendre une heure, allez sur YouTube, regardez des vidéos, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Allez lire, n'y allez pas. Ça ne sert à rien. Parce que c'est comme ça d'ailleurs que vous allez vous faire avoir. Donc première chose, on n'investit pas dans ce qu'on ne comprend pas. Deuxième chose, quand un actif est aussi volatile, on ne met qu'une infime part de son épargne. Parce qu'on se dit, déjà il y a une étude qui a démontré que si vous avez par exemple un portefeuille composé à 50% d'obligations, donc de dettes, vers un État ou une institution, 50% d'actions, si vous prenez 1% de ce portefeuille et vous le mettez sur le Bitcoin, par exemple, vous dopez le potentiel de retour sur investissement d'au moins 50%. Donc, pour dire que vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup, 1% de votre épargne disponible, c'est déjà largement suffisant pour la majorité des personnes. Enfin, c'est sur du long terme. On a fait des études CIEJARA qui montrent que sur 4 ans, depuis 2009, que le premier Bitcoin a été miné, quand on prend n'importe quel jour, on tire le trait sur 4 ans, vous êtes toujours positif. Tant que vous possédez toujours votre Bitcoin, un Bitcoin égale toujours un Bitcoin. La valeur sous-jacente peut valoir 10 000 $ aujourd'hui, 50 000 demain, 200 000 après-demain. Mais si tant que vous possédez toujours votre Bitcoin, vous avez toujours un Bitcoin. Alors, Nelly, j'espère qu'on a pu convaincre tout le monde autant que j'ai pu être convaincue par ton propos au sujet de la crypto-monnaie. Mais maintenant, il est question que tu nous dises un peu comment est-ce que la crypto-monnaie pourra contribuer au développement du Cameroun et de l'Afrique de manière plus globale, sachant qu'on n'a pas encore vraiment les automatismes ou les habitudes. On est encore vraiment dans l'inconnu, beaucoup plus que les autres continents un peu plus avancés, entre guillemets, sur le plan du développement.
Bien sûr. Je crois que c'est une idée que j'ai depuis quelques années et que finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gouvernements dans le monde qui se positionnent sur la mise en place de réserves stratégiques de Bitcoin et qui confirment un peu cette idée que je subaudorais pour le futur. Je m'explique. On a beau dire crypto-monnaie, en fait, je dis c'est un crypto-actif. C'est pas une monnaie, parce que les monnaies, c'est des banques centrales. Le franc CFA, c'est une monnaie. L'euro, c'est une monnaie. Le dollar, c'est une monnaie. On parle de crypto-actifs. Beaucoup de grands financiers dans le monde, BlackRock, c'est le plus gros fonds de gestion de fortune dans le monde, plusieurs trillions de dollars, estiment que le Bitcoin, c'est l'or digital. On se rend compte que la plupart des banques centrales dans le monde ont des réserves d'or physique et elles ont des vaults enterrés avec de l'or physique. L'Afrique a beaucoup d'or sur le continent, le Cameroun en a aussi, mais pour tout l'or qu'on a, on n'a pas de réserve d'or, nous. On n'a pas de réserve d'or physique. Pour plusieurs raisons, mais l'une d'elles est de se dire, même si peut-être on avait les moyens de conserver cet or, est-ce qu'il faut construire déjà ces vaults sécurisés pour pouvoir, et toute l'infrastructure nécessaire quand on doit poser de l'argent pour financer les infrastructures élémentaires comme les ponts, les routes. Je ne suis pas sûre qu'on a envie de commencer à creuser des trous dans les montagnes, voilà, pour sécuriser l'américaine, quoi. Et donc, face à tous ces gouvernements, dont plus récemment le gouvernement américain, qui mettent en place des réserves d'or digital, de Bitcoin, pourquoi ils le font? Je me suis, on sait, parce que j'ai dit que mon background était l'intelligence artificielle et de la donnée. Donc, on a fait un petit exercice il y a à peu près 18 mois avec les équipes. On s'est dit, je suis l'État du Cameroun. Je décide de mettre en place une réserve de Bitcoin. Et on a simulé entre, je crois que c'était janvier 2023 à juin 2024, je décide de mettre ne serait-ce que 1 milliard de francs CFA par mois et j'achète le Bitcoin au cours du jour. Sur ces mois-là, il me semble que c'était 17 mois, le Cameroun aurait investi 17 milliards de francs CFA. En juin, ces 17 milliards auraient valu 43 milliards. Et donc, quand on construit une réserve stratégique, surtout quand on est un État et qu'on a une visibilité sur du long terme, on construit parce qu'on se dit que c'est un actif qui va s'apprécier. Et même si on n'a pas une forte conviction qu'elle va s'apprécier sur 50 ans, sur 100 ans, à minima, sur les 18 mois, sur 2 ans, sur 4 ans, dès qu'on est en surplus, on peut revendre et prendre le bénéfice pour financer des projets économiques. Donc ça pourrait demain devenir aussi une source de financement pour tous les projets d'infrastructure dont on a tant besoin. Et ce ne serait pas déconnant de le faire vu que la plupart des gouvernements aujourd'hui, les plus sophistiqués, les plus matures, le font. Oui. Ok, merci Nelly. Alors, le sujet est hyper intéressant. Nous avons quelques questions qui sont arrivées là en ligne. On va en prendre quelques-unes, hein, on ne va pas les prendre toutes. Donc, la première, c'est vraiment de savoir, ok, lorsque un individu, un entrepreneur investit de l'argent dans le Bitcoin, par exemple, comment est-ce qu'il fait pour... Qu'est-ce qui se passe à l'arrière pour qu'il gagne de l'argent? Quelle est la logique? Par exemple, si on prend le... J'essaye d'interpréter la question. Tout à fait. Si on prend l'exemple de l'État, de l'exercice que tu as fait avec tes équipes, si l'État du Cameroun avait investi les 17 milliards, on aurait eu au bout de 6 mois, c'est ça? 18 mois. 18 mois, 43 milliards, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'arrière pour qu'on arrive à cet effet multiplicateur? Bien sûr. C'est le marché, finalement, c'est l'offre et la demande. Hein. C'est un actif qui est le même dans tous les plus de 200 pays dans le monde, qui aujourd'hui est échangé sur beaucoup de plateformes d'échange par des centaines de millions d'individus. Je m'intéresse à l'écosystème en 2015. En 2015, un Bitcoin valait à peu près 400 $. Le prix d'aujourd'hui, c'est 83 000 $, mais il y a une semaine, il valait à peu près 100 000. Donc, on a chuté. Et donc, c'est dans finalement ces aléas-là
que se crée finalement la valeur. Parce que on achète aujourd'hui, il vaut un prix, on a toujours un bitcoin, il vaut 400 $. J'ai vu un premier cycle où il est monté jusqu'à pratiquement 20 000 $, puis il est redescendu à 3 000, il est remonté à 69 000 $, il est redescendu à près de 15 000 $, il est remonté à plus de 109 000 $, et là il a baissé à 83 000 $. Et donc, les gens ont plusieurs stratégies. Moi, souvent, nous ne sommes pas des investisseurs finalement sophistiqués, des traders qui ne faisons pas ça toute la journée, puisqu'on a, on a des emplois. Hein. Il faut vraiment avoir une stratégie sur 4 ans. On pose, on oublie. C'est pour ça qu'on ne met que l'argent qu'on peut oublier. On pose, on oublie et on regarde. Parce que ça suit des cycles, malheureusement, de hausse et de baisse. Les traders les plus aguerris, qu'est-ce qu'ils font? Dans cette volatilité-là, quand ça monte, ça descend, ils font des petits gains à chaque fois et c'est ça qui fait qu'ils s'enrichissent. Mais il y a beaucoup aussi qui perdent leur chemise, hein, parce que tous ceux, par exemple, qui vont prendre des crédits à la banque, qui hypothèquent leur maison en pensant qu'ils vont pouvoir faire des... Ils sont les plus grands sorciers. Parce qu'il faut être un sorcier pour pouvoir dire à quelqu'un que tu achètes un bitcoin aujourd'hui et demain tu es profitable. Demain, je veux dire littéralement demain. La personne qui vous dit qu'il peut garantir que vous n'allez que gagner en crypto, il est le plus grand sorcier du monde. Mais s'il peut faire ça, pourquoi est-ce que toute sa famille n'est pas milliardaire? Pourquoi est-ce que lui n'est pas milliardaire et assis aux côtés des gens comme Bill Gates et Elon Musk? Moi, c'est la question que je pose. Hein. La seule chose qui est vraie, c'est que la volatilité, le gros risque vous permet de pouvoir potentiellement faire des retours sur investissement, mais vous pouvez aussi perdre votre capital si vous vendez avant. Après, tant que vous ne l'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, puisque vous avez toujours le bitcoin. Je vais finir en disant une petite chose. J'ai parlé de 83 000 $, 100 000 $. On se dit, oh, c'est trop tard. Si j'avais su quand c'était 400, quand c'était ou alors 1 $, il y a plus de 12 ans, en fait, on peut acheter un 100 millionième de bitcoin. Vous pouvez acheter des bitcoins pour 10 000 francs, 50 000 francs, voilà 100 000 francs. On peut acheter des fractions, un peu comme on a des billets de 10 000 francs, on a des billets de 1000 francs, on a des pièces de 5 francs. Voilà, c'est un peu le même principe sur le bitcoin. Donc, et c'est vrai que le meilleur moment d'acheter, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, en attendant, en vous disant, oui, je vais attendre que ça reparte à 400, demain, peut-être ça vaudra 200, 300 000, et vous vous direz, oh, quand je n'avais entendu parler, ça valait 83 000. Mais encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est bien pour ça que sur l'application Ejara, il y a vraiment deux sections très distinctes. Il y a la partie épargne, qui est celle par laquelle vous entrez quand vous êtes un utilisateur basé en Afrique, parce qu'on pense qu'elle est plus adaptée à 99% de personnes en Afrique qui n'ont pas déjà assez de quoi constituer même une épargne d'urgence pour pallier à leur maladie, pour pouvoir s'aventurer vers un actif très volatile. Parce que si vous n'avez pas déjà une épargne d'urgence qui vous permet de pallier aux accidents de la vie, comment voulez-vous prendre encore une partie pour mettre sur un actif qui peut, demain, quand votre enfant est malade, vous avez mis 10 000 francs, ça vaut que 1 000 francs et vous êtes bloqué. C'est pas possible, ça serait irresponsable de vous recommander de le faire. La section épargne est adaptée à 99% des gens en Afrique. Quand vous êtes en Europe, vous téléchargez Ejara, vous entrez par la partie investissement, donc crypto, parce que forcément, le niveau de vie est déjà plus élevé et il y a le système de sécurité sociale, il y a des paravents pour vous aider à pallier aux accidents de la vie. Donc, vous pouvez plus facilement, vu votre portefeuille, diversifier un peu plus d'argent. C'est cela. Alors, la deuxième question que nous allons prendre, il y a quelqu'un qui voudrait savoir comment est-ce qu'on procède pour créer son coffre. C'est très facile. Si vous avez un téléphone Android sur Play Store, vous tapez EJARA, Ejara. Si vous avez un iPhone sur App Store, et vous téléchargez l'application et vous parcourez finalement les instructions pour pouvoir l'installer. Et immédiatement, vous avez les deux onglets ou épargne, actifs sécurisés, bons du trésor, financement de l'État. Et vous avez la partie investissement et on a fait une liste d'une quinzaine de crypto-monnaies que nous pensons les plus sécurisées que vous pouvez finalement choisir pour mettre dans votre portefeuille. Mais on ne s'est pas arrêté là, on s'est dit pour tous ceux qui veulent s'éduquer, parce que j'ai dit, n'y allez pas si vous n'avez pas un minimum regardé au moins une vidéo qui vous dit c'est quoi. Donc vous allez sur la chaîne YouTube de Ejara
Et vous pouvez aussi regarder les petites vidéos d'éducation financière qu'on a fait. Il y a des vidéos, c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi la crypto-monnaie, comment débuter son investissement. Donc vraiment, je vous encourage fortement à vous éduquer avant même de franchir le pas. C'est ça, c'est ça. Et un internaute voudrait savoir combien est-ce qu'il faudrait investir pour gagner le maximum. Et ce maximum, ce serait quoi, Siri Diarra? En fait, la particularité qu'on a, c'est qu'on ne peut pas vous garantir. On ne peut pas garantir de gains parce que ce n'est pas nous qui faisons le marché. Je le répète encore, ce marché est constitué de centaines de millions de personnes dans le monde qui au quotidien achètent et vendent des crypto-monnaies. Et donc, sur la partie crypto-monnaie, tout ce que je peux vous dire, c'est que suivant les analyses que Jara a fait, si vous avez une visibilité de 4 ans, vous n'êtes jamais perdant. C'est les données historiques. Après, tout peut arriver. On a eu Trump qui est arrivé au pouvoir aux États-Unis, donc tout peut arriver. Mais sur 4 ans, en moyenne, on a vu que les gens gagnaient à peu près 30% en moyenne. Quand ils regardent sur 4 ans, ça ne veut pas dire que chaque année c'est 30%. Ça veut dire qu'il peut y avoir des aléas à moins 80%, plus 200%, moins 30%. Mais sur 4 ans, c'est un average de 30% en moyenne, si vous avez cette visibilité-là. Si vous êtes un peu plus frileux et que vous voulez quelque chose de garanti, restez sur le segment épargne et là, vous avez des produits à 4,5%, 5% par an. Et donc là, c'est facile de faire le calcul. Si vous mettez 1000 francs, ben, vous gagnez 50 francs. Donc souvent, quand on me dit je veux gagner gros, ben, il faut aussi mettre gros pour gagner gros. Si vous mettez 1000 francs, même si c'est 1000%, ah ben, ça ne ça va pas devenir 1 milliard. Donc il y a toujours, un plafond, quoi. Et il y a une autre question. Est-ce que le client sait est-ce qu'il sait qu'il peut perdre lorsqu'il investit sur Jara? Oui, tout à fait. En général, quand vous créez votre coffre, à l'intérieur, vraiment, on vous met des petites alertes, voilà, pour vous dire, voilà, vous investissez dans des actifs risqués, voilà, il y a vraiment tout un accompagnement, voilà, avec des messages qui vous aiguille, quoi. Et encore une fois, je pense que quand vous êtes utilisateur en Afrique, il faut vraiment le chercher pour trouver ces sections-là. Parce qu'on l'a un peu caché à dessein, vu qu'on a considéré que nous étions des gens responsables et qu'on ne voulait pas exposer voilà, des personnes non avisées à ce risque-là, quoi. Donc, en général, même les personnes qui font le pas d'aller sur ces sections-là, en général, voilà, c'est ce qu'elles cherchaient. Donc, mais on accompagne aussi véritablement le parcours utilisateur avec ces informations-là. Alors, Nelly, je te l'ai dit pendant qu'on discutait un peu offline, ce programme, certes, il a une vocation universelle, il s'adresse à tout le monde, mais nous faisons un accent sur les petites et moyennes entreprises. Donc, nous sommes toujours à la recherche de solutions qui pourraient éventuellement les aider à progresser dans leur business. Quels sont les aspects, les éléments des Jara sur lesquels ces entrepreneurs-là peuvent s'appuyer? Tu as déjà partagé des conseils en tant qu'entrepreneur, mais dans l'usage même des Jara, qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire pour tirer le maximum et qui peut l'aider à faire grandir son business? En général, quand on parle de petites et moyennes entreprises, on parle toujours de leurs difficultés financières. On ne parle pas beaucoup de celles aussi qui arrivent à dégager des excédents de trésorerie et qui peut-être ne les optimisent pas assez bien. Vous avez un excédent de trésorerie, les placer sur des bons de trésor ont plusieurs vertus. Oui, vous faites fructifier, vous pouvez passer sur 3 mois, sur 6 mois, avec voilà, des intérêts et un capital quasi garanti, puisque c'est les bons du trésor. Mais le deuxième avantage, c'est qu'aujourd'hui, Jara discute avec énormément de banques de la place pour se dire, pour des entreprises qui ont des placements en bons du trésor, est-ce qu'elles ne peuvent pas l'utiliser comme collatéral pour aller prendre du crédit? Est-ce qu'il faut toujours mettre des titres fonciers, du matériel en collatéral? Un actif financier, ça se fait dans le monde entier, un actif financier
c'est finalement quelque chose qui a une valeur, qui est reconnue, qui a un collatéral, qui doit être accepté. Donc, comment faire en sorte de se dire, j'ai cette épargne-là qui est valorisée peut-être à 5%, si je vais prendre un crédit, je ne sais pas, à 12%, ben, plutôt que de mettre une autre garantie peut-être que je n'ai pas, ben, je mets cette épargne-là en collatéral et en plus tout le côté credit scoring, parce que quand dans le processus d'épargne aussi, vous générez énormément de données qu'on peut finalement analyser en disant à la banque ou à la microfinance, cette personne-là, c'est quelqu'un qui épargne régulièrement, voilà, et de commencer finalement à construire une sorte de score de crédit. C'est ça que permet le digital. Ces données-là, on dit data is the new oil. La donnée, c'est le prochain gaz, c'est le prochain, c'est l'essence en fait. Et c'est ces données-là qui permettent aussi, peut-être aux banques, aux microfinances, d'avoir plus de confiance en vous, de pouvoir vous offrir des taux d'intérêt un peu plus avantageux, parce que vous avez démontré que vous êtes responsable, que vous savez épargner, optimiser la trésorerie. Et voilà, donc c'est... Ok, d'accord. Donc Nelly, on va terminer sur une note positive. Alors, à ton sens, comment est-ce que tu penses que la technologie va évoluer en Afrique? Est-ce que tu es optimiste? Comment est-ce que cette technologie-là, justement, pourra aider à faire en sorte que l'Afrique, finalement, arrive à émerger? Moi, je suis hyper optimiste. Les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est l'Afrique qui a inventé le mobile money. Et le mobile money est arrivé en Europe il y a à peine quelques années. Donc c'est vraiment l'Afrique qui l'a inventé. Parce que quand on est dans un système qui est rempli de contraintes et de challenges, ça nous force à innover avec les barrières qu'on a. Et du coup, on est beaucoup plus débrouillard et on est beaucoup plus inventif. Et quand on adopte le mobile money, ça fait en sorte qu'on fasse un saut de grenouille vis-à-vis des téléphones fixes pour aller au téléphone portable. Donc, sur la finance, moi, j'imagine qu'on fera aussi ces sauts de grenouille. On n'a peut-être pas besoin de répliquer tout ce que les autres ont fait. On peut aller plus vite et mieux faire. D'ailleurs, à ce titre, quand Ejara commence ce fractionnement de titres publics, on est les premiers au monde à le faire. D'ailleurs, on a été reconnu au Forum de Davos comme pionnier technologique grâce à ça. Le Forum de Davos reconnaît chaque année 100 pionniers technologiques au monde. Et vraiment, depuis 22 ans, quand on l'a eu en 2022, nous sommes la seule boîte, la première boîte en Afrique francophone qu'il a eu, la seule. Et avant nous, c'était des boîtes comme les Google et Uber. Donc, dans les cohortes passées, c'est ces boîtes au niveau mondial qui sont pionniers technologiques. Donc, ça veut dire que quand on ne se met pas, il ne faut pas être humble en fait. Il faut qu'on ait conscience qu'être africain, c'est une chance unique au monde. Il ne faut pas se dire, oh, on est pauvre, on est africain. Non, nous sommes riches. Ces challenges-là font aussi notre richesse. Et je vais finir en donnant un autre exemple beaucoup plus récent. Quand on a commencé tous à utiliser l'intelligence artificielle générative, on parle beaucoup de ChatGPT, Claude AI, tous c'était des modèles américains, européens qui nous disaient « Oh là là, pour faire ça, il faut plusieurs milliards d'euros, parce que pour entraîner les modèles, il faut des milliards de données. » Et j'entendais souvent des Africains dire « Ah, mais de toute façon, pour nous, c'est trop tard, on ne pourra pas, on n'a pas l'argent. » Et à chaque fois, je leur disais « Mais c'est du bullshit tout ça. » Et bien, les Chinois m'ont donné raison. Parce qu'on a une petite entreprise DeepSeek qui a entraîné des modèles plus performants avec 100 fois moins de coûts. Donc, rêvons grand. Les Chinois l'ont fait. Ça veut dire que nous, en Afrique, avons beaucoup plus de contraintes que eux. Peut-être demain, un Africain qui ne se sent pas étriqué dans cet habit de pauvre qu'on veut nous faire habiter se dira mais comment j'entraîne un modèle avec 10 000 fois moins de coûts puisque moi j'ai moins d'argent et un modèle beaucoup plus performant que les autres. Pourquoi pas? Merci Nelly. Alors, chères personnes, à vous qui nous regardez, à vous qui nous suivez, en tout cas, si vous ne nous suivez pas encore, vous êtes en train de manquer quelque chose parce qu'il se passe des choses extraordinaires sur le Yellow Business Podcast. Donc, n'hésitez pas à écouter, réécouter ce podcast, vous en apprendrez énormément. Nelly a partagé énormément de tips, de conseils qui vous permettront de vous mouvoir dans le paysage un peu incertain, challenging, mais finalement très passionnant de l'entrepreneuriat en Afrique et en particulier au Cameroun. Donc,
restez connectés sur cette chaîne. N'oubliez pas la petite cloche parce que lorsque nous aurons de nouvelles vidéos, vous aurez la mention. Et n'hésitez pas à télécharger Jara et aller investir parce que la responsabilité vous revient. C'est vous qui allez développer l'Afrique, c'est nous qui allons développer l'Afrique tous ensemble. Tout à fait. Merci.